Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin à la gare routière de l'information sur la radio Taxi FM Lomé. On reviendra sur les grands sujets qui font l'actualité. Nous parlerons par exemple des prochaines élections municipales. Vous savez que le gouvernement a fixé la date du 17 juin prochain. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'auditer les communes sur la gestion, les 6 années de gestion? Alors nous poserons cette question parce que il y a encore quelques jours, il y a la COP qui a évoqué des irrégularités dans la gestion des marchés publics. D'ailleurs, le confrère Isidore Akolor en a parlé ce matin. On l'a écouté dans Taxi à Médiation. On reviendra sur ce sujet. On s'interrogera également sur le gouvernement de Faure Gnassingbé. 3 mai 2025, aujourd'hui 11 juin 2025, toujours pas de gouvernement formé par le président du Conseil. Que se passe-t-il? À quand la formation de ce gouvernement? On tentera de comprendre. Et puis, la situation sociale, un petit peu politique tendue depuis quelques jours avec l'arrestation du rappeur togolais Amron, l'affaiblissement de l'opposition et la lutte qui prend une autre envergure avec les réseaux sociaux. Et on a tous assisté aux événements de vendredi dernier, des arrestations et des libérations qui s'en ont suivi. Les évêques du Togo sont-ils des oiseaux de mauvaise augure finalement, puisque tout ce qu'ils craignaient, voilà, on est en train de les retrouver. Avec les confrères, on va évoquer le sujet avec la question principale sur les réseaux sociaux et la place de l'opposition traditionnelle. Est-ce que finalement c'est un danger ou une opportunité? On reviendra sur le sujet. Avec Acha Ibrahim du journal Ta Nouveau, Francisco Napoko à Tampa Express et Isidore Sassou Akolor du journal
Actu Express. Bienvenue sur la radio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec mes confrères. Bonjour, Francisco Napokura. Merci de nous rejoindre. Oui, bonjour, c'est Eric Dator. Bonjour, confrères en studio, aux auditeurs et auditrices de l'émission là. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, Acha Ibrahim. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour, Saint-Éric Dator. Bonjour aux auditeurs et auditrices de notre Taxi FM. Merci à vous tous. Isidore Akolor qui est dans le studio, mais il va prendre la parole tout à l'heure. Mais avant ça, on va d'abord évoquer le sujet qui intéresse d'une certaine façon aussi, sinon aussi les Togolais, pour tout dire, c'est la formation du gouvernement de Faure Gnassingbé. Ça fait plus de un mois, sinon disons 5 semaines, qu'il est devenu président du Conseil, mais 5 semaines après, toujours pas de gouvernement. C'est devenu un sujet d'inquiétude pour certains. Actu Express en a parlé aussi ce matin. Mais Acha Ibrahim, est-ce que ça vous inquiète aussi que nous n'ayons toujours pas de gouvernement? Absolument, nous sommes inquiets parce qu'un pays ne peut pas rester sans un gouvernement en bonne et due forme. Quand vous avez une équipe qu'on dit expédier les affaires courantes, ça voudrait dire qu'il n'y a pas à proprement parler des engagements assez forts, il n'y a pas à proprement parler des initiatives, des innovations dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Alors qu'en réalité, nous sommes dans une situation où tout est urgence. Donc il va falloir qu'il y ait un gouvernement qui réfléchisse sur la vie de la nation et essaie d'apporter des solutions aux problèmes et aux préoccupations légitimes des populations. Sans un gouvernement, c'est que voilà, les affaires courantes, c'est juste aller ouvrir, comme on le dit, les séminaires, revenir et s'occuper des affaires courantes. Les affaires courantes, généralement, sont les dossiers qui sont déjà mis en branle. Bon, on voit un peu si ça avance ou pas, mais il n'y a pas de nouvelles initiatives. Comme vous le savez, chaque jour que Dieu fait au Togo, il y a toujours des besoins. Chaque jour que Dieu fait au Togo, il y a des décisions à prendre, et de fortes décisions à prendre. Mais lorsque vous êtes là et il n'y a pas un gouvernement en face, mais c'est que tout est en léthargie, et là, ce n'est pas bien pour une république qui nourrit de nos ambitions. Oui, et donc on comprend aisément votre inquiétude. Francisco Napokura, qu'est-ce que vous vous en dites aujourd'hui? Bon, vous savez, cher Erigaton, et quand vous prenez la précédente, sinon la dernière publication de Tampa Express, le numéro 78, nous avions produit un article, Togo, la 5e République mutante, celle de trop, l'urgence d'agir pour le vivre ensemble. Ah oui, c'est la dernière parution. La dernière parution. Mais dans cette parution, nous avons mentionné beaucoup de choses. Tout d'abord, vous savez, on est en train de parler aujourd'hui de formation du gouvernement. Mais la formation du gouvernement n'est pas la seule institution que la 5e République devrait mettre, disons, en place. Ah, vous avez le sentiment qu'on se préoccupe trop de la formation du gouvernement alors qu'il y a d'autres institutions qui ne sont pas encore mises en place, dont la HAC par exemple. Dans le process de mise en place de la 5e République, il était question, n'est-ce pas, de plusieurs institutions de la République, pas les moindres. D'accord, quand nous prenons l'article 95 de la Constitution du 6 mai 2024, les institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai n'excédant pas 12 mois à compter de la date, à compter de la promulgation. Voilà, de son entrée en vigueur. Exact. La 5e République est entrée en vigueur quand? Depuis le 6 mai 2024. 2024. Et il est prévu la mise en place des juridictions. C'est-à-dire qu'au niveau de la justice, bon, on peut parler de peut-être la Cour constitutionnelle, comme on en avait besoin pour valider
disons, le président du Conseil et autres. Donc, il y a la Cour des comptes, il y a les autorités indépendantes comme la haute autorité de la régulation, de la communication, de la presse, comme notre HAC, le Conseil économique, social, environ la protection civile et beaucoup d'autres organisations que dans un délai n'excédant pas 12 mois. Nous sommes à quel délai? On est au-delà, largement. Nous sommes à 12 plus 6. 12 plus 6. Nous sommes à 18 mois. Ça veut dire déjà que cette constitution de 2024 est déjà obsolète. Ah non, attendez. Vous voulez dire qu'on est déjà en train de violer la Constitution? Non. Oui, Isidore, attendez. Isidore, attendez, s'il vous plaît, Isidore, attendez. Je vous donne la parole. On va aller allez-y, encore. La Constitution qui est rentrée en vigueur le 6 mai 2024, l'article 95 de la Constitution dit, c'est noir sur blanc, à moins que ça a été modifié entre-temps. Les institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai n'excédant pas 12 mois à compter de son entrée en vigueur. L'entrée en vigueur, c'est le 6 mai 2024. Nous sommes au 11 juin 2025. Est-ce que nous avons excédé les 24 et les 12 mois ou pas? Oui, bien sûr. Et ça, on vient de le dire. Est-ce que les institutions prévues sont mises en place? La Cour de justice, Conseil économique, Conseil social, l'autorité de réglementation de l'audiovisuel de la communication et l'autorité de transparence de l'intégrité de la vie publique, la lutte contre la corruption. Posons-le, est-ce que ces cours-là, la Cour de justice de la République, est-ce que c'est mis en place? Non. 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 Est-ce que la Constitution de la 5e République est appliquée? On est en allant, comme disent dans le quartier. Isidore, il s'est signalé. Bonjour Isidore, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Saint-Gator, bonjour à Nakopura, bonjour aussi à Ibrahim. Oui. Oui. Alors, sur le sujet, quel commentaire vous en faites? Vous voulez prendre la parole tout à l'heure, Isidore? Oui, je suis d'accord avec Nakopura en parlant des institutions. Mais nous parlons de l'exécutif. C'est très important. Pour les institutions, on peut en revenir. C'est là où je dis que le débat n'est pas à ce niveau. Tout ce qu'on considère. Allez-y. Allez-y. Cette question existait déjà dans la 4e République. C'est des réagissements de nom. Oui, mais ce n'est pas la même chose, Isidore. Nous sommes en droit. Hein. On est en droit. Et ce n'est pas la même chose. Ce dont on parle aujourd'hui, oui, c'est l'exécutif. Il sépare. Il doit y avoir la présidence qui n'existe même plus ou qui est sous éteignoir. Mais un président du Conseil ou un Premier ministre qui n'arrive pas à former son gouvernement, c'est ça qui nous étonne. Alors qu'il a toute l'attitude. Contrairement à ce qui s'est passé, c'est le Premier ministre qui choisit les membres du gouvernement et demande l'avis du président de la République. Aujourd'hui, le PC a toute l'attitude. Il n'est pas astreint de soumettre la liste de son gouvernement à quiconque. Mais c'est là où on se pose beaucoup de questions et les supputations vont montrer.
C'est de ça qu'on parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que Francisco a juste faire une extrapolation en disant, par exemple, que oui, bien sûr, il y a un problème parce qu'on n'a pas encore mis en place le gouvernement, mais il y a d'autres éléments également qui rentrent en compte. C'est pour ça qu'il fait référence à la Constitution. Et ça, c'est clair. On s'est bien entendu là-dessus, je crois. Ça, c'est d'accord, mais sans l'exécutif, toutes ces institutions ne peuvent pas fonctionner. Il faut commencer par l'exécutif, qui est Brambala aujourd'hui. C'est ce que je voulais relever. D'accord. Très bien. Non, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'on nous le dise. Oui, attendez, patientez, Isidore va finir. Qu'on nous le dise. Est-ce qu'il y a un problème? Quelqu'un qui a gouverné 20 ans en tant que président de la République et qui se veut maintenant être dans la touche d'un Premier ministre qui n'arrive pas à former son gouvernement, il y a lieu de s'inquiéter. D'accord, très bien. Oui, Acha Ibrahim maintenant. Non, je disais donc que ce que disait Francisco Pokura par rapport aux institutions prévues par la nouvelle constitution est tout à fait normal parce que le constat général aujourd'hui, c'est qu'il y a une lenteur dans la mise en place des institutions, dans la mise en place de tout ce qu'il y a comme organe pour la gestion, pour la gouvernance du pays. Et c'est les citoyens. Vous savez, je le dis toujours, en ce 21e siècle, la gouvernance n'est plus une affaire de hasard. Ce n'est plus une affaire d'atterrement ou bien de navigation à vue. C'est devenu une science. Et quand vous gouvernez, vous devez savoir que l'esprit d'anticipation doit être vraiment l'élément clé dans votre fonctionnement. L'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique traverse beaucoup de défis et il y a beaucoup de problèmes. Si vous n'avez pas cette capacité d'anticipation, vous serez face à des problèmes et que vous serez à un moment donné submergé, vous ne saurez même plus où prendre, où ne pas prendre, où mettre la tête, où ne pas mettre la tête, et là, ça sera le fiasco. C'est ce qui fait que, de nos jours, quand vous voyez les chefs de gouvernement ou bien les présidents, les chefs d'État agir, ils agissent avec un calendrier bien défini. Ils agissent avec des actions bien hiérarchisées. C'est comme ça. Mais quand, on est là, aujourd'hui, on pense, on se dit, on va faire ceci, demain, non, on dit, laissons ça, on revient à ceci. Ça frise vraiment la navigation à vue. Et ça, ce n'est pas bien. En ce 21e siècle, on ne gère plus selon les passions, on ne gère plus selon les humeurs, on ne gère plus selon ces désidérata ou bien ces conditions personnelles. On gère... Mais attendez, qui est-ce qui gère avec ces sentiments? Vous pensez, qu'est-ce qui gère avec... C'est pour vous dire tout simplement que la République a un agenda et a un chronogramme qui est très loin des individus. C'est ce que je voulais dire par là. Ok. D'accord, très bien. Oui, Francisco, je pense que votre micro est resté fermé. Vous pouvez quand même le réactiver. Oui, cher confrère en studio. Oui. On dit le nécessaire avant l'agréable. Dites-moi, dans la constitution de la 5e République, où est-ce qu'il est astreint de former un gouvernement? D'ailleurs même, Isidore nous disait tout à l'heure qu'il y a déjà des institutions écrites comme la HAC et la justice, il suffit de petites reformulations. Je peux lui répondre aussi qu'il y a un gouvernement qui est déjà en place, même s'il conduit les affaires courantes. Oui, mais s'il veut nous dire que la HAC est là, déjà, donc on n'a plus besoin de le... On dit 5e République, donc c'est les nouvelles institutions. Et je dis, la Constitution précise, nulle part je n'ai lu dans la Constitution qu'il faut mettre en place un gouvernement dans tel délai. Il faut un gouvernement. On est d'accord là-dessus, Francisco. Oui, ça c'est le construit. Ça c'est un construit humain. Ce n'est écrit nulle part dans le... Attention. Il faut voir les attributions. Attendez. Il faut donner les attributions. Oui, qu'est-ce que les attributions disent? Quand on dit que quelqu'un est chef du gouvernement, ça ne veut pas dire que la personne constitue, sinon forme le gouvernement. Comment ça? Comment ça?
Attendez. Comment est-ce qu'on peut être chef d'une institution qui n'existe pas? Il faut qu'on sorte de l'interprétation. Je vous donne une lecture d'un texte de la Constitution qui astreint à mettre en place des institutions n'excédant pas 12 mois. Et vous me dites que ça, c'est facultatif. Non, on n'a pas dit ça. Ah oui, personne n'a dit ça. Non, c'est ce que je pense comprendre. Mais vous me dites que... Mais vous êtes dans l'interprétation. Moi, je ne suis pas dans l'interprétation. Mais c'est vous qui interprétez comme ça. Oui, bon, c'est vous qui... Bon, maintenant, ok. Maintenant, cette institution existait depuis. Oui, allons, si vous considérez que ces institutions existaient depuis, je considère également aussi qu'il y a un gouvernement qui existait depuis. Pourquoi on s'acharne sur la formation du gouvernement? Maintenant, allons sur la formation. Allons sur la formation. Le chef du gouvernement ou la chef du gouvernement avait donné sa démission. Allons sur la formation du gouvernement. Allez-y. Allons sur la formation du gouvernement. Oui, qui forme le gouvernement? C'est écrit où? Dans la Constitution. Et dans quel délai? Non, alors, allons-y. Non, allez-y, on vous écoute. C'est vous qui avez la parole, allez-y, Francisco. Oui, dans la Constitution de la 5e République, quel article forme le gouvernement? Visiblement, on a le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez dire, Francisco, par rapport à ça? Le gouvernement n'en a pas besoin, c'est ça? Que Fonia Singbe n'a pas un délai pour former son gouvernement, que Fonia Singbe n'est pas obligé d'avoir un gouvernement. C'est ce que vous voulez me dire? Écoutez, moi je n'ai pas dit ça. D'accord. Oui, je dis, quand nous prenons... Parce que là, franchement, moi je m'embrouille là. Je m'embrouille. Non, ne nous embrouillons pas. Ne nous embrouillons pas. Voilà, bon. C'est simple, la question que je pose... Qui forme le gouvernement et quel texte de la Constitution dit qui forme le gouvernement et dans quel délai? La Constitution a quand même dit que le président du Conseil est le chef du gouvernement. Et quand on est chef d'un gouvernement, il faut qu'on ait un gouvernement. C'est simple, non? Oui, mais attends. Allez-y, Isidore, prenez la parole, Isidore. Non, c'est ça la réponse. C'est des attributions du gouvernement. Oui, c'est écrit où? C'est écrit où? Lisez la partie si vous trouvez. Non, ça là, ce sont des interprétations. Une fois qu'on dit que vous êtes chef du gouvernement, ça veut dire qu'il doit y avoir un gouvernement. C'est vous qui interprétez alors? Non, c'est vous qui interprétez. Non, monsieur, je pense que... Monsieur, je vais donner Francisco Isidore. D'accord, très bien, on a compris. Je vais donner la parole à Tcha Ibrahim et puis on passe à un autre sujet. Non, nous avons besoin d'un gouvernement. Il faut un gouvernement. Ça a été dit, même dans la Constitution. Le président du Conseil doit procéder à la nomination du gouvernement. Il doit travailler avec un gouvernement. On n'a pas dit lui seul, il va gouverner le pays. Il doit mettre en place une équipe qui va l'aider à gérer le pays. C'est comme ça. Donc, si Francisco estime que le chef de l'État n'a pas, ou bien le président du Conseil n'a pas besoin d'un gouvernement, ça voudrait dire qu'il concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Donc, c'est lui le ministre de la Défense, c'est lui le ministre de la Justice, c'est lui qui va s'occuper de l'éducation et tout ça là. Et nulle part au monde, il n'y a jamais eu ça. Donc, le Togo ne va pas faire une exception. Il faudrait qu'on suive les normes. Ce qui se fait en démocratie, ce qui se fait dans les républiques modernes, dans les républiques où les gens se respectent. Nous avons besoin d'un gouvernement et ça, on doit former ce gouvernement-là dans un bref délai. On ne doit plus attendre. On attend quoi? Ce n'est pas une coalition qui doit se former au niveau du Parlement pour qu'on dégage un président du Conseil. Le président du Conseil vient du parti UNIR et on ne peut pas nous dire qu'à UNIR, on ne peut pas concentrer toute une soirée et former un gouvernement. Non, mais ça frise un peu le ridicule. On doit aller dans le sens de la République. On doit travailler pour le bien de ce peuple. On doit travailler à améliorer les conditions de vie des populations. On doit travailler pour que le Togo
puisse être aussi mis en orbite. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu, pourquoi nous revenons toujours sur ce qui se fait sous d'autres horizons? C'est parce que l'esprit de comparaison peut amener les gens à prendre conscience des enjeux auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi nous faisons parfois des incursions vers le Bénin, vers le Ghana, vers le Burkina pour remonter certaines informations et dire à nos dirigeants qu'elles sont très intelligentes, elles peuvent aussi faire comme les autres aussi le font. Monsieur, merci beaucoup. Je vais qu'on passe à un autre sujet. Alors, il est 11h30 sur la radio. S'il vous plaît, Eric. Allez-y. Écoutez bien, je n'ai pas dit que c'est normal qu'on traîne depuis plus d'un mois sans former un gouvernement. J'ai fait des précisions sur ce qui a été astreint au Togo par la Constitution et qui n'est pas respecté. Le gouvernement, le débat n'est pas à ce niveau. Il nous faut au Togo un gouvernement. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu cette confusion ou bien ces non-précisions? Parce que dans les anciennes constitutions, on précise bien. Le Premier ministre et la Constitution sous proposition du Premier ministre. À qui? Au président de la République. Ici, tout est muet. Peut-être que ceux qui doivent former le gouvernement même ne savent pas que c'est eux qui doivent la former. C'est cet aspect que j'ai voulu qu'on comprenne. Là, on comprend que vous êtes en train de relever les insuffisances encore contenues dans ce test de loi qui est la Constitution. Parce que tout le monde se pose la question. Pour une reconduction d'une équipe avec peut-être des jeux de chaises et chaises musicales, qu'on ne soit pas à mesure pendant un mois à le faire. Ça veut dire que peut-être que celui qui doit le faire ne sait pas que c'est lui qui doit le faire. Puisque la Constitution, bizarre quand même, hein? Puisque la Constitution est muette, et même là où la Constitution est précise, puisque les institutions qui sont prévues d'être mises en place n'excédant pas un an et 12 mois, ces institutions doivent régir même le gouvernement, contrôler le gouvernement qui sera créé. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on ne l'a pas fait, c'est une défaillance, et je dis que la Constitution de la Ve République est déjà désuète. D'accord, très bien. Monsieur, merci beaucoup. Les articles sont déjà violés. D'accord, très bien. On a compris l'essentiel. Je suis d'accord avec... il aurait pu dire qu'évidemment, le gouvernement doit être mis en place. Parce que c'est l'exécutif. C'est l'exécutif. On a beau créer les institutions, quand il n'y a pas de gouvernement, le pays ne fonctionne pas. C'est là où se situe le débat. Peut-être qu'il a extrapolé. Oui, bon, il faut rentrer dans sa réflexion, peut-être pour comprendre mieux la quintessence, le fond de sa pensée. Je pense qu'on a compris à peu près. Monsieur, merci beaucoup. On va évoluer. Il a parfaitement raison, mais le débat ne se trouvait pas à ce niveau. Bon, d'accord, très bien. Ça aussi, c'est votre avis, Isidore. Je ne suis pas sûr qu'il parte à cet avis-là. On va évoluer. Et vous savez, le 17 juillet prochain, dans à peu près un mois, les Togolais seront de nouveau invités à choisir les conseillers municipaux. Parmi, ça va avoir un maire, son adjoint et tout le reste. Sauf que, bon, on va revenir sur les politiques qui se préparent parce qu'ils sont en orbite. Tout le monde dépose sa candidature. On a vu les listes des défections, des reconstitutions de certains partis politiques. Mais attendez, il se trouve que la COP, l'autorité de régulation des marchés publics, a sorti quand même un rapport. Et ce rapport met en lumière une gestion scabreuse à peu près des marchés publics. Isidore, d'ailleurs, vous en avez parlé dans votre journal ce matin par rapport donc à cette question, d'où nous posons clairement la question aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas finalement nécessaire de passer à l'audit de toutes ces communes-là avant d'aller aux élections? Franchement. Isidore. Mais c'est ce qui s'est passé. Quand on parle du comité de règlement des différends, c'est un organe qui relève de l'autorité de régulation et de la commande publique à COP. Donc, ils ont effectué une mission dans toutes les communes, les 117.
communes du Togo. Moi, il y a eu certains rapports et je me suis résumé seulement à la gestion des communes de Grand Lomé. Des rapports, il ressort des manquements, des irrégularités, des violations dans la gestion des marchés publics, notamment GOV 3, GOV 4, GOV 5, Agonivé 1 et Agonivé 4. Voilà ce que nous relevons, mais ce n'est pas une malversation, hein. C'est il y a eu quand même des irrégularités, des inobservations, des règles. Une observance, pas observation, une observance, et des procédures. Donc, hormis la commune GOV 4, où les manquements décelés sont mineurs, de graves irrégularités sont constatées dans les 4 autres communes. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est un peu comme si on vous donne 1000 francs pour acheter quand même un seau. Vous prenez ces 1000 francs là pour acheter des ballons, toujours à utiliser. On dira de vous que vous êtes un détourneur. Oui, bien sûr, c'est la règle. Ça, c'est un détournement d'objectif. Oui, exactement. Au niveau de la procédure. Oui, mais c'est aussi un détournement. C'est aussi un détournement, Isidore. Vous n'allez pas dire le contraire, c'est aussi un détournement. Pas d'objectif. Oui, mais ça reste un détournement. Non, c'est au niveau de la procédure. Les gens n'ont pas observé les procédures à suivre. C'est ça le problème. Et c'est ce que, jusque-là, encore n'est pas allé à voir où il y a malversation. C'est ce que je voulais dire. Il y a des manquements. C'est pour ça que nous posons la question clairement ce matin. Acha Ibrahim, est-ce qu'il n'est pas opportun, peut-être qu'il est trop tard aujourd'hui, nous sommes à un mois, quelques jours de ce scrutin-là, est-ce qu'il n'est pas opportun de savoir comment est-ce que nos communes ont été gérées? Et quand on interroge beaucoup de nos concitoyens, ils ont le sentiment qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait une mairie où il y a personne, enfin, beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils ne savent pas à quoi cela sert véritablement, alors que l'État a donné beaucoup d'argent aux communes, quand même. Ah oui. Enfin, c'est pas beaucoup, mais il y a eu quand même de l'argent. Ah oui. Il y a eu de l'argent que l'État a injecté dans le fonctionnement des mairies, et sans oublier aussi que les mairies ont aussi mobilisé les ressources internes. Donc, au niveau des communes, ils ont pu, les maires plutôt, disons les conseillers municipaux, ont pu, à leur niveau aussi, mobiliser des ressources au niveau de leur territoire. Donc, vous avez les tickets de marché, les taxes au niveau des boutiques et tout ça, là, l'occupation des voies et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources qui ont été mobilisées pour faire fonctionner les mairies et répondre aux besoins de développement de ces municipalités. Donc, beaucoup de ressources ont été utilisées ou bien ont été mises à contribution pour pouvoir développer les mairies. L'heure est arrivée pour qu'on fasse maintenant le bilan. Et le bilan suppose un audit. Ça, ce que vous avez dit, c'est la règle en matière de démocratie, la reddition des comptes. Il faut justifier de tous les moyens là qui ont été donnés à ces communautés, à ces municipalités. Il faut maintenant voir comment ça a été géré. Est-ce que tout ce qui a été décliné dans les documents d'objectifs, est-ce que tout ça là, les objectifs ont été atteints? Je pense qu'il faut faire un travail. Et ça ce n'est plus une affaire des maires eux-mêmes, parce que quand je vois un peu lors d'une rencontre, la fatière des communes du Togo s'est félicitée du bilan globalement positif dans leur fonctionnement. Il y a eu des avancées au niveau des élus locaux et que les gens ont dû s'adapter rapidement aux exigences de la gestion municipale. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit que nous parlons. Nous parlons ici des moyens qui ont été affectés à leur fonctionnement. Donc, il faut faire le bilan, il faut faire des audits pour voir comment ça a été géré. Et il faut, à mon avis, l'État doit commettre des cabinets indépendants pour faire ce travail. Parce que, généralement, ce que nous remarquons sont les amis de telles autorités, ou bien certaines autorités sont à la tête des mairies. Et là, quand c'est les organes au niveau de l'État qui va venir faire le travail de contrôle et tout ça là,
il y a risque d'intelligence entre les deux entités. Et là, vous verrez que les résultats ou bien tout ce qu'il y a à faire comme travail sera biaisé. Donc, si on commence un cabinet indépendant pour faire ce travail, je pense que ça serait bien. Sans oublier aussi que dans le cadre de la coopération décentralisée, certains bailleurs aussi ont mis de l'argent. C'est le moment aussi pour la GIZ, par exemple, de voir comment ces fonds ont été utilisés. Comment est-ce que ça a pu apporter une plus-value dans le quotidien des Togolais. Je pense qu'il faut aller aussi dans ce sens. Cela aussi participera à responsabiliser les élus locaux qui viendront prochainement. Bon, on a vu quand même qu'en interne, au niveau du parti au pouvoir, les maires presque ont été donc ou n'ont plus été positionnés pour le prochain scrutin. Ça, c'est une cuisine interne donc, au parti UNIR. Mais pour rester... Oui, je vais donner la parole à Francisco, mais allez-y d'abord, Isidore. Oui. Nous parlons des marchés publics. Et les procédures, c'est de ça dont nous parlons. Oui, bien sûr, ça c'est l'article que vous avez écrit. On est en train d'élargir à peu près le champ, excusez-moi Isidore. Voilà. On est en train d'élargir le champ. Pour élargir dans la gestion même des fonds, c'est un autre problème. Oui, on est en train d'élargir par rapport. Est-ce qu'il ne serait pas opportun quand même à un moment donné qu'on nous dite les institutions de la République? Francisco. C'est urgent, c'est urgentissime. Oui. Chers confrères, vous savez, oui, allez-y. Je vais prendre l'aspect sur deux angles. Organisation en second lieu et ce qui s'est passé sur le terrain. Vous savez qu'au départ, vous avez précisé tout à l'heure que beaucoup d'anciens maires n'ont plus été reconduits. Et nous l'avions au niveau de UNIR. Voilà. Oui, nous l'avions dit depuis le début que le casting a été mal fait pour désigner ceux qui vont être les maires. J'ai beaucoup publié sur le Golfe 3 de SDR Adjaï. Oui, mais attendez, entendons-nous bien, parce qu'on n'a pas eu de communication officielle là-dessus. UNIR n'a pas dit que, parce qu'il n'est pas positionné des gens, que des gens ont été mauvais. Il n'y a aucune communication autour de ça, donc on ne pourra pas tirer des conclusions à non, je dis que même UNIR a eu honte de Golfe 3, que Adjaï, ils sont partis chercher. Non, moi je vous le dis, je suis informé. UNIR a dit qu'elle a eu honte. Le quartier là aujourd'hui, c'est le plus sale de la ville de Lomé. Ok? Allez, donc le casting a été mal fait. Nous, on a eu un maire, Bassar 1. Lui, il a juste carrelé sa maison. Et puis, quand les travaux ont été... Aujourd'hui, on a même financé l'argent de... Comment vous voulez, les facs sont arrivés. Pendant 2 ans, on a laissé l'argent dans la banque. Mission. Le casting a été mal fait. Maintenant, quand ce que Isidore vient de dire, oui, effectivement, pour les procédures, d'abord, il y a la COP. Vous savez que nous avons migré de l'ARMP et accord. La COP, oui. Le premier, c'est l'ARMP qui a donné des missions, qui a donné des formations, d'accord, pour le départ de la gestion des mairies, suivant des procédures. Après, la COP est venue également avec sa méthode. Et entre-temps, je vous dis que même le ministère de l'économie et des finances a changé les normes de contrôle. Lorsque les normes de contrôle, quand on va d'abord en contrôle, on prend les procédures qui sont mises en place. Et quand c'est déphasage, c'est déjà de graves erreurs. Or, nous sommes allés sur 3 champs, RMP et ARCOP et ministère des Finances, qui, au lieu d'un contrôle, est allé aujourd'hui à 4 niveaux de contrôle. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, regardez comment les mairies sont gérées. Il y a la mairie qui gère une partie des fonds des investissements et une partie des fonds, souvent, c'est les fonds de roulement et de fonctionnement. Et vous avez créé ce qu'on appelle ANADEB, qui gère les investissements. C'est-à-dire une mairie dans une mairie. Oh,
Or, quand nous prenons l'ANADEB, l'ANADEB ne respecte pas les mêmes procédures imposées par les autres. Donc, vous voyez qu'il y a une confusion qui va à une légitimation de la fraude. Les gens ont mal géré. Mais pour les juger, vous allez les juger sur combien de procédures mises en place. Donc, il y a une cacophonie totale dans cette gestion des mairies et également dans le contrôle. C'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, Isidore a bien étudié son article. Son article, c'est aller sur surtout les procédures qui ne sont pas respectées. Comment on peut respecter les procédures quand l'ARMP a mis en place sa procédure, après la COP est venu modifier, le ministère des Finances vient modifier, maintenant on a un intrus qui est l'ANADEB, qui ne respecte rien dans toutes ces procédures-là. Vous voyez, donc on a fait une salade, je ne sais pas, c'est un panier à crabe. Mais vous avez posé la question est légitime. Malgré tout, il faut aller contrôler. Moi, je vous ai dit, par exemple, ce qui s'est passé à Bassar, on est en train de l'étudier. Vous n'allez pas voir des rapports d'activité d'une mairie pendant 6 ans, ou 5 ou 6 ans. Vous n'allez pas voir un rapport d'activité d'une mairie, d'une municipalité. Ce n'est pas normal. Nous avons été à Dankpen, nous avons consulté Dankpen 1. Ils ont des rapports. Quand vous voyez vous-même, vous sentez que les gens ont travaillé. Ailleurs, les gens n'ont pas travaillé. Est-ce que vous voyez? Donc, le problème existe en fonctionnement. Les gens ont fauté. Il faut auditer. Ibrahim l'a dit. On n'a pas besoin forcément de se cantonner aux auditeurs de l'État. Parce que nous reviendrons dans notre prochaine publication sur l'IGE, les manquements de l'IGE. Nous reviendrons là-dessus dans notre prochaine parution du vendredi. Donc, on peut aller chercher des cabinets extérieurs, indépendants, pour faire les audits. Attendez, ça va encore coûter de l'argent aux contribuables. Pourquoi est-ce que les gens... Non, attendez. Pourquoi est-ce que l'État... Non, attendez, Francisco. Je suis pas contre, mais pourquoi est-ce que l'État ne peut pas faire confiance à ses enfants qu'il a formés? Pourquoi est-ce que les citoyens qui ont été formés pour un travail ne peuvent pas faire un travail véritablement et qu'on soit obligé d'aller chercher des gens à l'extérieur pour venir faire le travail pour lequel les gens de l'intérieur sont payés? Eric, d'accord. Je pose juste une question. Je n'ai pas dit d'aller chercher un cabinet au Bénin, en Côte d'Ivoire, ou non. Il y a des cabinets. Nous savons généralement ce qui se fait quand on parle de cabinet extérieur, indépendant, tout ça, on sait que c'est pas au Togo, on prend. Non, c'est celui qui le fait, on va le fusiller. Il y a des cabinets d'audit qui sont inscrits à Londres, au Togo. C'est d'eux que je parle. Hein. Je ne parle pas d'aller chercher des consultants à l'extérieur. Puisque quand vous allez lire, si vous retournez sur le rapport de l'IGE, ils se plaignent d'effectifs, vrai ou faux? Oui, bien sûr, si. Voilà, même au ministère des Finances, le contrôle de l'université, du ministère des Finances va te dire qu'ils sont ils sont pas en nombre. Et ils sont pas, il y a même certains qui ne sont pas outillés. Nous allons vous donner la preuve dans l'apparition du vendredi. Vous allez voir, Ibrahim a parlé tout à l'heure de complaisance. Comment les gens utilisent les systèmes de contrôle de l'État pour légitimer les détournements, les fraudes. Il faut qu'on recadre le débat. Toutes mes excuses. Et chaque structure a un organe de type interne. Et si le premier responsable veut savoir comment les ressources sont gérées, il s'adresse où il a le rapport de type interne. Ce dont parle Nabokoura, c'est audit externe. Et ça se fait par des organismes comme IFG, Inspection Générale des Finances,
IGE, Inspection Générale d'État. Mais qui aussi disent qu'ils n'ont pas des éléments ou du personnel pour faire le travail. Je crois que c'est de ça que Francisco parle. Si nos gouvernants ont vraiment envie de promouvoir la reddition des comptes, ces structures-là ne devaient pas souffrir du personnel. Je pense que c'est ce que évoque, parce que je me trompe. Oui, non, on a parfaitement compris. Moi, je pose peut-être juste un autre sujet, c'est-à-dire que comment se fait-il que des gens ont été formés pour faire un travail? Oui, je vous donnerai la parole à Sir Wacha. Comment est-ce que des gens ont été formés pour faire un travail et qu'on soit obligé encore d'aller payer les services d'autres personnes de l'extérieur pour venir faire le travail? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça se passe tout le temps. Hein. On est d'accord là-dessus. Oui, Acha Ibrahim, allez-y. Voilà, je voulais d'abord dire à mon confrère Isidore que nous parlons du bilan des communes, de la gestion des communes. L'article qu'il a écrit, ça prend un aspect concernant l'ARCOP, la passation des marchés publics. Ici, nous parlons d'un bilan global, parce que nous sommes presque à la fin de la gestion de ces municipalités par les maires, là, tout ça, leur mandat prend fin. Et donc, en tant que Togolais, nous devons aussi parler de tout ce qui a été fait en termes de gestion de nos municipalités. Et c'est de ça qu'il s'agit, et c'est de ce que nous débattons ici. Donc, l'article de mon confrère Isidore est à part, ça c'est un autre volet. Et oui, c'est un élément sur lequel on s'est basé pour ouvrir le champ, en fait, en réalité. C'est comme ça que je fais d'habitude. Ce que nous disons, c'est qu'il faut nécessairement aller vers la reddition des comptes. Au niveau des mairies ou bien des municipalités, il y a des personnes chargées de la passation des marchés publics. Et généralement, ces gens-là travaillent dans les communes là-bas. Et sachant un peu les relations que nous, certains responsables de ces municipalités, avec ces agents, ces personnes chargées de passation des marchés, nous ne doutons pas qu'il y ait des vices de procédure, qu'il y ait aussi ce que nous appelons communément des dysfonctionnements, voilà, dans la passation des marchés. Donc il faut contrôler, il faut un cabinet indépendant pour pouvoir faire le diagnostic, voir éventuellement comment les choses ont été gérées, comment les dépenses ont été affectées, quels sont les projets pour lesquels les fonds ont été affectés, mais ces projets-là n'ont pas vu le jour. Voilà, c'est le contrôle dont nous parlons. Quand on fera ce contrôle, on situera les responsabilités. Aujourd'hui, les maires, la plupart, on dit, pour ceux qui sont issus du parti au pouvoir, je veux parler de UNIR, la plupart ne sont plus pour les choses, comment l'appelle-t-on, la positionner. Donc ça voudrait dire que si on fait des audits, on découvrait vraiment des malversations, ou bien on découvrait beaucoup de choses qui ne sont pas orthodoxes en matière de gestion des municipalités, à qui on va s'en prendre. Vous voyez, il y a ce problème-là qui se pose déjà. Donc, c'est pourquoi nous disons le contrôle. Le deuxième palier, je voulais revenir sur le deuxième palier. Le deuxième palier, le point qui me tient à cœur, c'est qu'on fasse tout pour qu'un cabinet en bonne et due forme puisse aller vers le contrôle de tout ce qui a été fait. Parce que nous avons souvenance que au niveau de la gestion des fonds Covid, la Cour des comptes, je vous dis bien la Cour des comptes, une institution bien connue de la République, avec de grands comptables, des gens qui ont des capacités en matière de contrôle financier, quand ils ont sorti leur rapport, vous avez vu le tollé que ça a suscité, au sein des membres du gouvernement, qui ne reconnaissaient même plus la compétence de ces agents publics. Et certains même sont allés, certains agents même de la Cour des comptes sont allés même jusqu'à revenir. C'est comme ils ont le sentiment d'avoir offensé des gens, d'avoir froissé des gens. Ils tendaient encore d'expliquer d'une autre manière le document explicite et clair qu'ils ont pondu sur la gestion des fonds Covid. Mais comment voulez-vous qu'on ait confiance à ces institutions publiques de contrôle? On ne peut plus avoir confiance.
Non, Et en tant que fonctionnaire, la reddition des comptes. Mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Non, oui. Je comprends. Mais je vais préciser. Attendez, laissez Acha finir, s'il vous plaît. Nous demandons à nos autorités de commettre des cabinets indépendants pour faire ce contrôle. Et c'est indispensable. Bien. Qui veut prendre la parole? Allez-y, Isidore. Oui. Non, ce qu'il dit là, c'est réel. Tout dépend des gens qui animent ces institutions. C'est pourquoi on dit qu'il faut des hommes forts pour animer des institutions fortes. Je m'en donne pour preuve. Vous vous souvenez du rapport de IF et de l'Inspection générale des finances sur le pétrole gate. Exactement. Mais ils ont maintenu leur position jusqu'à la fin. C'est pourquoi je dis que ça dépend des hommes ou des gens qui animent ces institutions. C'est ce que j'ai versé dans le débat. D'accord. Oui, Francisco. Oui. En matière de responsabilité, ce n'est pas parce que les gens qui sont actuellement à la tête des mairies, c'est pas parce qu'ils vont quitter et que ils sont blanchis. Ils sont blanchis. Si on fait le contrôle, et ils sont fautifs, on va aller les chercher là où ils sont, sauf peut-être dans la tombe. Maintenant, en matière d'audit et de contrôle, je fais une précision. Il y a deux audits. Il y a l'audit interne et l'audit externe. L'audit interne, c'est une structure c'est un démembrement au sein de la structure, d'accord, qui fait un contrôle et pour la bonne gestion de l'institution, qui contrôle systématiquement et qui fait des rapports pour réorienter les dirigeants. Maintenant, l'audit externe, c'est ça. Au niveau de l'État, on a créé la Cour des comptes, il y a l'IGE, il y a l'Inspection générale d'État. Mais ces institutions peuvent faire appel à des cabinets privés. Voilà. Je sais pas si vous voyez, ce n'est pas coûteux, c'est dans le budget. Ils peuvent faire appel à des cabinets privés. Maintenant, vous voyez, lorsque la Cour des comptes, lorsque l'IGE, lorsque l'Inspection générale d'État devient dérangeant, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On ne leur affecte plus du personnel, ça veut dire que peu à peu, l'institution s'affaiblit, et leur budget, on réduit, ou bien on tarde à financer le ça veut dire que c'est des institutions créées par la République, mais la République fait tout pour les empêcher de travailler. Donc voilà comment les choses fonctionnent. D'accord, très bien. Écoutez, attendez. Pourquoi est-ce qu'on n'audite pas les ministres en fin de mission là? Pourquoi eux ne sont pas audités? Pourquoi les ministères ne sont pas audités? Ou bien il y a aussi des audits là-bas, quand nous on n'est pas au courant véritablement? Oui, il y a l'inspecteur d'État. L'inspecteur général d'État? Oui. Si besoin, il y a il y a la Cour des comptes. Il y a toutes ces institutions pour voir comment le denier public est géré. Il y a l'inspection générale des finances, IFG. Quand on constate on n'a pas de nouvelles véritablement de la gestion qui est faite là-bas régulièrement, ça veut dire que tout va bien, que les ministres gèrent bien, depuis tous ceux-là qui sont là, tout va bien, c'est ça? Eric, vous voyez un premier ministre, pour prendre fonction, va devant l'Assemblée pour présenter son programme. Il est fait et disons, obligation au chef de l'État de rendre compte à la nation. Oui, une fois par an. Une fois par an. Tout cela n'a jamais été fait. Pourquoi vous voulez qu'on aille contrôler des ministres? Je ne sais pas si vous voyez, tout ça là est bafoué. Donc, dans une république où tout ça est bafoué,
Et je vous dis, quand vous prenez l'IGE, vous prenez la Cour des comptes, le personnel est insuffisant pour auditer 30 ministères, combien de préfectures, combien de mairies, et tout ça là, je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de contrôle des actions de l'État. Et peut-être qu'on le fait à dessein. D'accord, très bien. Messieurs, dans quelques secondes, il est 12h sur la radio Taxi FM Lomé. Nous allons observer une pause publicitaire, un ton d'œil aux partenaires. On revient juste après. Lorsqu'on sera de retour, nous allons parler de la situation socio-politique un petit peu tendue au Togo. C'est vrai que ces 2-3 derniers jours, on a le sentiment qu'il y a de la calmie. Mais quand on écoute les meneurs, attention. Et nous allons parler des réseaux sociaux. Encore aujourd'hui, en rapport un peu avec la politique et tout ce qu'on entend ici et là, on va revenir sur le sujet avec toujours mes confrères dans notre studio. À tout à l'heure. Vous êtes au Togo? Identifiez-vous pour une société inclusive où tout le monde compte. Taxi FM. Il est 12h. Sur ta radio. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Imaginez un monde où votre preuve d'identité vous donne accès aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et les services financiers. Grâce au projet EID, une initiative gratuite du gouvernement togolais, accédez à une identité unique, sécurisée et fiable qui transforme votre quotidien pour une vie meilleure. Enregistrez-vous dès aujourd'hui pour obtenir votre numéro d'identification unique IU et votre carte EID. Préenregistrez-vous sur préinscription.anit.gouv.tg. Plus d'informations au 82 85 EID, une identité pour tous. Parce que cuisiner ne doit jamais être un casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Parce que chaque moment passé autour de la cuisine est précieux, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Profitez de la promotion spéciale. La bouteille de 6 kg est à 18 000 francs au lieu de 19 740 francs et la bouteille de 12,5 kg est à 29 000 francs au lieu de 34 875 francs. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Je chante radio, 3e édition, encore des vacances sur la radio géniale au rythme des jeunes talents de Logone. Je chante radio. C'est peut-être toi qui succédera à Bernada et Ilala Soumanou. Atelier, chant, une finale en live, des prix et lots à gagner. Je chante radio 2025. Inscription au secrétariat de Radio Taxi FM à Balekpedo, non loin de la HAC. Info plus 228 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent uniquement sur la radio géniale 93.1 FM. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue.
Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Isidore Sasso Akolor, Acha Ibrahim et Francisco Napo Koura. On a évoqué deux grands sujets tout à l'heure. Le dernier sujet, c'est par rapport à l'actualité socio-politique de notre pays. Depuis quelques jours, la tension monte à peu près à l'appel de certains blogueurs sur les réseaux sociaux et surtout depuis l'arrestation du rappeur togolais Amron qui s'est montré critique véhément à la limite vis-à-vis de la gouvernance de Fort Gnassingbé. Beaucoup de jeunes, malheureusement, enfin, ça dépendra, qui se retrouvent dans sa lutte et à l'appel donc de certains blogueurs ont battu le pavé. C'était le vendredi dernier et tout ce qui s'en est suivi. Nous sommes au courant, en tout cas on sait ça. Et puis les libérations ont commencé depuis quelques jours. Alors, la question fondamentale, avant de revenir sur le débat principal, Isidore, est-ce que finalement les évêques ont été les oiseaux de mauvais augure? Parce qu'ils ils craignaient le risque. Mais ils ont sonné le tocsin, c'est tout. Ils ont alerté. Mais est-ce qu'ils ont été entendus? Je ne le pense pas. Donc, ils ne sont pas des oiseaux de mauvais augure. Mais ils ont vu venir. Et c'est ça qu'on appelle un leader. Ah, d'accord. Mais ils n'ont pas, dans les manifestations, personne ne les a cités. Personne ne les a cités. Mais ils ont averti l'autorité qui a fait sourde oreille et fait dos rond parce que ils sont des militaires, ils sont des forces de pour mater toute répression, pour réprimer toute manifestation. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne dirais pas que les évêques ou l'Église catholique a été un oiseau de mauvais augure. Même, alors, ils ont le mérite de pouvoir anticiper sur les événements que des autres autorités. Oui, mais justement, c'est la question que je voulais vous poser. Mais comment ça se fait que on écoute les évêques, même des prêtres, désormais, depuis quelque temps, dans leur homélie, qui se retrouvent sur les réseaux, on voit qu'ils prennent la parole, qui se prononcent sur des sujets, et qui appellent des fidèles quand même à s'indigner à peu près. Mais pourquoi est-ce que les autres, on ne les écoute presque pas? Il y a un problème? C'est la question fondamentale. Les gens ont peur. Tout comme on a caporalisé la presse, on a caporalisé les médias. Ah oui, mais nous sommes aujourd'hui dans l'autocensure. Beaucoup sont dans l'autocensure. Je ne les en veux pas, mais il faut toujours les interpeller, notamment les autres obédiences chrétiennes et les, comment dirais-je, protestants, églises éveillées, apostoliques, réveillées, autres, les frères musulmans, les prêtres vaudous, et pourquoi pas les chefs traditionnels. Ce sont nos autorités morales. On ne les sent pas. Vous prenez un Moro Naba. Bon, aujourd'hui, lui aussi. Au Burkina. Au Burkina. Mais sa voix est écoutée. Mais on ne le sent pas au Togo. C'est très fondamental. Est-ce que c'est aussi une plaie pour notre société, Acha Ibrahim? L'autorité morale. Acha, votre micro est fermé. Ah oui, Eric, je vous suis. Je disais donc que c'est indispensable. Il faut une autorité morale. Il faut des gens qui réfléchissent. Il faut des gens qui, à un moment donné, lorsqu'il y a des dissensions, lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a des mésententes, il faut la troisième voie, c'est-à-dire que des gens qui puissent appeler les gens à un dialogue ou bien faire des propositions qui puissent amener les camps qui ne s'entendent pas à aller vers la réconciliation et éventuellement s'unir pour le bien de la nation. Donc quand on n'a pas de ces personnalités dans le pays, parfois aussi c'est pas bien parce que les autorités n'arrivent pas à avoir les conseils qu'il faut. Vous savez, généralement, quand on dit
tel est conseiller de tel, conseiller de tel. Bon, voilà, l'autorité aime les conseils que lui-même voudrait qu'on lui donne. Si vous donnez un conseil qui n'est pas en ligne de compte de lui, c'est fini. On ne vous écoute pas. Vous écartez, c'est fini. Vous êtes abonné aux journaux et surtout à Togo Presse. On vous amène ça, vous lisez, ça s'arrête là. Vous êtes conseiller de... je ne sais même pas de position. On vous rend. Mais quand vous avez des personnalités morales qui puissent prendre la parole à un moment donné, aller même rencontrer les autorités, leur dire un certain nombre de choses par rapport aux préoccupations des populations, ou bien faire des propositions pour la bonne marche de la cité, je pense que dans ces pays-là, généralement, les choses évoluent. Vous voyez un peu vers le Bénin, les prêtres vaudous, lors de la célébration de leur fête de vaudou, mais ils consultent pas, ils font des... Vaudou Days, oui, je crois que c'est ça. Vaudou Days, voilà. Ils consultent le FA, ils font des projections et ils donnent des recommandations. Bon, acceptez-le comme ça. Il peut dire des propositions aux autorités compétentes et à elles maintenant de prendre les dispositions pour suivre plus ou moins la démarche ou bien la marche qu'il faut pour préserver le pays de tout ce qui peut arriver. Et au Burkina Faso, vous avez vu en tout temps, avec le coup d'État de Djendéré, l'armée a failli se rentrer dedans, comme on le dit, ici au Togo. Mais voilà, il a fallu le Moro Naba qui a appelé les deux camps. Djendéré est allé, il a fait profil bas, et voilà. Ça a évité vraiment ce qui devait se passer au Burkina Faso là-bas. Et même sous d'autres cieux. Même en Côte d'Ivoire, au Fort-Boigny, il y avait de ces personnalités-là, que ce soit en territoire baoulé ou bien où là, qui quand même faisaient entendre leur voix et ça aidait les autorités à pouvoir aller dans le même sens. Bon, ici au Togo, sincèrement, en dehors de l'église catholique, les évêques qui font des analyses sur la situation, bon, je peux comprendre aussi cela par leur niveau de choses intellectuelles, parce que la plupart des bacs plus S, les prêtres, tout ça là, donc c'est des gens qui ont des capacités de réflexion par rapport à certains qu'on ramasse parce qu'ils ont fait l'école coranique, ils deviennent des imams et autres là. Je ne suis pas en train de les blâmer, c'est la réalité. Et il manque souvent de repères pour pouvoir faire des analyses de projection et des analyses qu'il faut en termes de gouvernance, en termes de démocratie, en termes de respect des libertés et autres. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Il y a des choses, une différence de culture. Ceux qui sont arabophones, ceux qui ont comme héritage en matière de gestion de la nation, c'est tout à fait différent de ce que nous avons du côté de l'occidental, dont nous avons hérité. Donc c'est pour vous dire tout simplement que quand certains, jusqu'alors, n'arrivent pas à prendre position, n'arrivent pas à parler, c'est par déficit de réflexion et c'est par incapacité de mener des réflexions assez structurées et mûres. Ou carrément une certaine peur qui les hante à peu près, Francisco? Non. Une chose est d'avoir des idées, de comprendre peut-être une situation. Mais pour pouvoir dénoncer cela ou bien pour pouvoir émettre une analyse critique là-dessus, il faut vraiment être bien outillé. Ça ne se fait pas en vrac. On ne vient pas dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça s'arrête la peine, se dit. Non, il faut vraiment structurer cela dans une réflexion bien cohérente et logique. Oui, Francisco. Oui, dans un passé récent, je crois, avant l'élection, les élections de 2020, il y avait quand même, disons, une sorte d'osmose entre pratiquement toutes ces religions, que ce soit traditionnelles et chrétiennes. Et je crois avoir vu également les musulmans autour d'un certain mouvement où il y avait le père, je crois, je ne sais pas si c'est à Fono, j'ai vu quand même quelque chose comme ça qui avait commencé. Mais vous savez, en 2017, lorsque Tipi Achadam est sorti avec le PNP, c'est-à-dire on a fait vite d'instrumentaliser surtout la religion musulmane et une partie du Togo a été beaucoup martyr, ou bien même martyr, parce que
quand vous voyez à la prison civile de Lomé les jeunes de Tigre, Révolution et autres, quand vous prenez les noms, on ne vous dira pas que c'est une sorte de populicide d'une partie. Et donc, ils ont été victimes. Il y a beaucoup qui sont partis en exil. Il y a beaucoup qui sont partis en exil. Donc, pour certains, s'engager pour le système, c'est que les pratiques, les manières de faire, vous voyez, les prêtres qui prêchent, ils le font, mais lorsque un chef, un imam veut le faire rapidement, on va dire qu'il est intégrisme et choses. Donc, c'est la connotation que l'islam a fait répandre. Donc, ça aussi, ça poursuit des gens. Et ça ne justifie pas. Vous savez, le pouvoir a vite fait de prendre en otage toutes les sphères. Et quand je prends sur les marabouts, les charlatans, ceux-là qui servent le plus, c'est là où ils vont avoir plus d'argent. Et quand vous voyez même autour du gouvernement, au sein du gouvernement et dans l'ensemble, il y en a qui se proclament, je crois, prédicateurs ou karma et pasteurs. Qu'on voit, vous n'allez jamais voir ça dans un gouvernement de Trump ou bien voilà, ou française. Non, on ne peut pas avoir de ce genre de choses. Et donc, c'est ainsi que pratiquement chaque gouvernant a son prêtre, a son charlatan, a son marabout, a son pasteur. Donc, et ça là, c'est déjà la chose. Et tout ça, c'est l'argent, la corruption, c'est ça. Ils sont prêts même à vendre leurs frères rapidement pour de l'argent que de faire le travail pour lequel ils disent qu'ils sont en train d'œuvrer. Donc, c'est très limite. C'est très limite. Et quand vous prenez l'Union musulmane du Togo, depuis son intérim de El Hadj Savayo, c'est comme ça nous on l'appelle à Sokone, et Inoussa Bouraïma, voilà, l'intérim de combien de mandats, donc il est là, et voilà, bref, tout est inféodé, tout comme on le voit au niveau de la justice, la presse, tout est inféodé. Donc c'est pourquoi on ne voit pas souvent ces gens. Donc les prêtres, Ibrahim l'a dit, c'est des gens qui ont bac plus, qui ont étudié la théologie et autres. Donc ceux qui veulent être des composants, on compose avec eux. Ceux qui ne veulent pas, mais au bout des comptes, tout le monde se rend compte que même les chrétiens à l'église ne sont plus ça. Donc tout devient maigre. Vous voyez, c'est parce que la population n'a plus rien. Et on est en train d'arriver à ce qu'on appelle la faim, F-A-I-M, qui donne la vraie faim, qui est F-I-M. Parce que lorsque la faim là, du ventre va s'aggraver encore en allant, c'est que inéluctablement on s'achemine vers une vraie faim, quoi. Donc, il se peut que la conférence des évêques du Togo qui une rencontre ces jours à venir pourra suspendre les quêtes dans les églises catholiques afin de permettre, n'est-ce pas, à ces fidèles de souffler à peu près. Bon, voilà, c'est une fonction à confirmer, bien entendu. Mais pour revenir sur la situation que le Togo est en train de vivre depuis quelques semaines, beaucoup plus la semaine dernière avec la manifestation qui est un ras-le-bol quand même d'une frange importante, on pourra le dire, parce qu'il suffit de suivre des lives sur les réseaux sociaux pour vous en convaincre. Je ne sais pas quel commentaire. Acha Ibrahim. Oui, mais Eric, il faut dire que ce qui se passe c'est très grave. C'est très grave en ce sens que les directives viennent des réseaux sociaux maintenant. Et généralement, tous ceux qui donnent ces directives-là ne sont pas au pays. Vous comprenez que le sens de la responsabilité n'est pas au rendez-vous. Et là, ça va aller dans tous les sens sur le terrain parce que les gens répondent à un mot d'ordre qui vient des réseaux sociaux sans une canalisation et sans à proprement parler des canevas en termes de manifestation, en termes de les limites qu'il ne faut pas franchir. Et donc, quand c'est comme ça devient de l'anarchie et voilà, chacun fait ce qui bon lui semble et c'est une façon de dire qu'on exprime
sa colère, on exprime ses ressentis et c'est qu'on est en train d'évacuer des frustrations. Mais si les partis politiques étaient bien structurés, étaient sur le terrain, faisaient leurs meetings comme il le faut et organisaient leurs rencontres périodiques, les associations de la société civile faisaient leur travail de monitoring, leur travail de sensibilisation et tout ça là, j'ose croire que tout allait être structuré, même au niveau des partis. Avant qu'on organise une marche, il y a un certain nombre d'éléments qu'on met sur le tapis, l'itinéraire, comment respecter les consignes et comment manifester et ne pas tomber sous le coup de la loi, comment manifester et suivre les règles établies et les lois de la République. Mais quand c'est au niveau des réseaux sociaux, vous comprenez que voilà, les gens ils sont de l'autre côté, ils vous disent faites ceci, faites ça, faites ça. Certains même dans leur appel ont demandé à ce qu'il y ait des scènes de violence. Et j'en ai entendu plein. Et donc voilà, quand à un moment donné, on étouffe la presse, on étouffe les associations de la société civile, les partis politiques sont presque mis en hibernation. Voilà, c'est ce que ça donne, parce que n'importe quel individu, n'importe quel kidam peut se lever, lancer un mot d'ordre quand ça rencontre le sentiment de la majorité. Donc c'est un danger d'avoir sous éteignoir et la presse, les partis politiques, la société civile. Ben, nous l'avons toujours dit. Nous avons toujours dit. Vous voyez aujourd'hui, quand la presse se contente de faire seulement des reportages, mais quelle est la plus-value? Quel est l'intérêt? Comment on peut être un journaliste et on ne fait que des reportages? Non, mais c'est insensé. Comment on peut être un parti politique et on ne fait que des communiqués, on ne peut faire que pondre des communiqués. On ne rencontre pas les militants, on ne fait pas des sensibilisations, on ne parle pas des sujets préoccupants et comment analyser les choses. Mais on ne le fait pas. La société civile, les associations, presque inexistantes. Vous voyez, et mais dans ces conditions, on ne peut qu'avoir un vide sur le terrain. Et là, comme la nature a horreur du vide, les acteurs des réseaux sociaux qui se sentent plus ou moins protégés, et ils vont occuper ce vide. Et bonjour les dégâts. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Francisco, parce que là, on a écouté le gouvernement dans un communiqué, je crois, juste au lendemain donc, de la manifestation du 6 juin, vendredi dernier. Et puis on a écouté aussi le communiqué ou la sortie du procureur de la République par rapport aux arrestations et qui a donc, après la libération de certains, il y a d'autres qui sont toujours gardés selon nos informations. Mais attendez, ceux qui sont sortis, qui semblent avoir exprimé un certain ras-le-bol, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont été écoutés? Parce que dans le communiqué et du gouvernement et la sortie du procureur, personne n'a fait mention du genre, un peu comme je le disais hier, comment il s'appelle, De Gaulle disait « Je vous ai entendu ». On a... Ah oui, ça. Oui, ce n'est pas la première fois. Il y a eu des événements majeurs et douloureux même parfois, et on n'a pas une seule communication du gouvernement ni du procureur. Bon, c'est vous-même qui le dites, il n'y a pas de gouvernement qui va communiquer. Eric? Oui. Il n'y a pas de gouvernement. La personne peut-être qui peut encore communiquer, c'est le procureur. Et, oui, je ne sais pas, le président de la République, bon, lui aussi, on ne sait pas. Non, on a eu un communiqué signé le gouvernement. Vous n'avez pas vu ça, ce communiqué? Ah non, j'ai pas vu. Ah oui, si, il y a eu un communiqué comme ça. Oui, mais ce qui se passe, c'est que tout le monde est fatigué. Ah bon? Doucet même l'a chanté. Le jour-là, quand je me suivais sur la tribune des Nations Unies, je dis, ah, enfin. Et la dernière fois, je l'ai suivi sur les réseaux sociaux quand il était très admiratif par rapport à ce que Patrice Talon fait au Bénin. Oui, c'est qu'il est fatigué aussi. Et quand vous voyez, Acha Ibrahim l'a dit tout à l'heure, que la presse ne fait que le reportage. Quand vous écrivez 10 lettres de demande d'information complémentaire à une autorité, un ministre, un directeur,
Il ne vous répond pas. Il s'en fout des lois de la République. Mais que voulez-vous au niveau du citoyen? Moi, je peux dire que peut-être que la désobéissance civile que les gens ont appelée il y a quelques années, c'est ça qui est en train de se passer. Regardez dans les esprits, causez avec les gens, suivez les réseaux sociaux. Donc, c'est ça, et c'est sans contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Puisque le gouvernement même n'en fait pas cas dans ses communications. Bon, peut-être que son peuple est ailleurs et non sur le territoire national. Sinon, ce qui s'est passé la dernière fois, bien sûr que les gens tentent de minimiser, mais il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé. Parce qu'il faut voir... Non, en face, c'est un groupuscule. Mais il faut voir les moyens qui ont été déployés. Il faut voir les moyens qui ont été déployés, des gaz lacrymogènes, des forces de l'ordre de sécurité. Si on peut quantifier ça, de Lomé à Saint-Cassé, même là où il n'y a pas eu de mouvement, les coins étaient barricadés. Mobilisés. Mais regardez sur les réseaux sociaux, la contre-offensive en communication, c'est payé. C'est payé. Même quand on parle, les gens parlent de miliciens, des choses, mais en quelques jours, peut-être les gens peuvent avoir bu encore une bière, ils n'ont plus bu il y a longtemps parce qu'on les a oubliés il y a longtemps. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quand nous, on analyse tout le dispositif qui a été déployé, comment les gens étaient sur les nerfs, comment, c'est un gouvernement qui ne communique pas sur ça et démissionnaire. Son peuple est ailleurs, ce n'est pas au Togo. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas seulement... c'est pas question d'opposition. C'est jusque dans la maison. Il dit, c'est jusque dans la maison. Et aujourd'hui, les expressions qui sortent, et c'est tout à fait normal que l'opposition n'apparaît plus. On l'a dit. Moi, je l'ai plusieurs fois dit que l'opposition togolaise aujourd'hui, c'est au sein du parti. Quand vous voyez même simplement les dernières et l'organisation des locales, il faut aller voir comment les gens se battent dans les états-majors pour avoir une place. Et ceux qui sont dézingués, comment ils sont furieux. Et vous avez posé la question de savoir tout à l'heure pourquoi il n'y a pas encore de gouvernement. Parce que dans ces conditions, si on forme un gouvernement, les gens qui seront élagués risquent d'être contre, ils ne seront pas mobilisés pour aller faire gagner le parti aux prochaines élections municipales. C'est une des raisons qu'on n'évoque pas, mais qui est réelle. Donc, aujourd'hui, il faut mettre la balle à terre. Le vivre ensemble, ce n'est plus seulement entre opposition ou les gens de l'opposition et les gens du pouvoir. Le vivre ensemble, on en a besoin au sein du pouvoir où il n'y a même pas de discussion, c'est-à-dire que de courant d'idées. Tout le monde doit penser la même direction, sinon il faut se taire. On ne peut pas construire une république comme ça. Et une démocratie, parce que nous disons démocratie, hein, c'est écrit dans la Constitution. La démocratie, c'est le combat d'idées. Tel que nous sommes en train de le faire, sans machette. C'est ça, la démocratie. Je ne sais pas si Isidore est toujours avec nous, pour peut-être aussi se prononcer sur le sujet, parce que je vois toujours son micro fermé. Isidore, est-ce que vous êtes avec nous? Il n'est toujours pas avec nous. Je crois qu'il doit avoir un souci. Acha Ibrahim, là, aujourd'hui, clairement, on s'est rendu compte que la voix de la classe opposante est inaudible. Les journalistes que vous êtes, voilà, c'est l'autocensure pour ne pas tomber dans les greffes donc, de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui va changer de nom bientôt, on l'espère. Mais attendez, mais les réseaux, ça prend. Est-ce qu'il faut en avoir peur aujourd'hui quand on est politicien ou quand on est gouvernant comme Forniassine? Eric, monsieur Eric. Oui, vous êtes là. Allez-y, oui. Allez-y, Francisco. Non, vous savez, aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un voudrait être à la place du chef de l'État, du président de la République, du président du Conseil, Forniassine. Moi, je ne pense pas.
Parce que je crois qu'on est arrivé à un niveau où qu'on devait éviter depuis, avec toute la confusion qui plane. Et je me dis que, et je l'ai dit, que cette 5e République, c'est un piège qui lui a été tendu par ceux qui l'ont amené, conduit à cela. Pourquoi vous parlez de piège? Avec toutes les incohérences que nous avons dans cette constitution. On vient de les évoquer. On n'est pas en mesure de former un gouvernement un mois après et personne formellement, parce que rien n'oblige à former ce gouvernement. Si dans cette constitution, peut-être ce que le législateur avait oublié, c'était aussi de mettre dans la constitution qu'il faut comment l'appelle-t-on, former le gouvernement, et bien le président du conseil doit former le gouvernement dans les tel nombre de jours qui suivent la prestation de serment, puisqu'il doit changer d'une nouvelle constitution. Aujourd'hui, en lisant les textes, je me suis fait violence pour le lire aujourd'hui. Lorsque vous m'aviez envoyé le texte, je vous avais dit que moi je ne veux plus apprendre un texte de la République togolaise. Et je vous ai sorti cet article 95, je crois, qui nous dit qu'on doit installer ces institutions dans les 12 mois. J'ai posé la question de savoir est-ce que c'est fait. On dit que ce n'est pas fait. Est-ce qu'on a respecté la Constitution? On a dit que c'est l'ancienne qui n'était pas bonne. Maintenant, la nouvelle qui est bonne, est-ce que on l'a respectée? Si ce n'est pas respecté, que dit la Cour constitutionnelle? Vous voyez, le chef de l'État, sinon le président du Conseil, Faure Gnassingbé, aujourd'hui, on lui a tout transporté. On lui a transporté le rôle de Premier ministre, on lui a transporté le rôle du président de la République. Et il doit former un gouvernement qu'il doit conduire parce que c'est sous sa responsabilité. D'accord. Avant, au moins, on avait un fusible. Oui. On avait un fusible. Maintenant, on a tout fait. Voilà, le Premier ministre était invisible. Aujourd'hui, le président de la République, par rapport à tout ce qui est listé dans la Constitution, n'a aucune prérogative, n'a aucune responsabilité sur un gouvernement. Donc, la seule personne qui sera comptable, qui est comptable aujourd'hui, c'est le président du Conseil. D'accord, très bien. Bien sûr. Bon, on me dit qu'il est l'heure, mais je donne la parole quelques secondes à Acha Ibrahim. Il avait disparu entre-temps. Acha, pour clôturer par rapport à l'atmosphère socio-politique un petit peu tendue, parce que les jeunes qui donnent les mots d'ordre sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on a vu ces derniers jours des articles, des émissions télé, la télévision togolaise, Radio Le Mai, consorts appelant à la non-violence, à la paix, et les jeunes qui répliquent en disant que quand nous sortons, c'est pour dire nous avons faim, nous avons tel problème, libérer Amron, on a tel problème qu'il faut faire, et c'est pas nous qui agressons en premier, c'est les forces de sécurité qui nous agressent en premier. Un mot pour finir rapidement, s'il vous plaît. On doit rendre l'antenne. Non, sur ce volet, je pense qu'il revient au président du Conseil de se prononcer. Ah, vous avez envie d'écouter Faure Gnassingbé aujourd'hui, qu'il prenne la parole? Mais bien évidemment, avec la 5e République, le pouvoir est, le peuple est au centre du pouvoir. Ça voudrait dire que M. Faure Gnassingbé est proche de la population. Et donc, quand on est perdu, il faut que le leader puisse nous informer. Il faut qu'il nous parle, il faut qu'il nous dise un certain nombre de choses par rapport à la vie de la nation. S'il y a des incompréhensions, il faut qu'il essaie de nous éclairer sur sa politique, sur sa vision. Aujourd'hui, nous parlons d'un gouvernement qui tarde à se faire voir. Mais le président du Conseil peut dire à son peuple, voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas encore prêt. Ça serait prêt incessamment. Et par rapport au climat, à la tension et à la colère qui est en train de monter au sein de la population, il peut dire un certain nombre de choses. Voilà, en termes de développement, en termes de satisfaction des besoins des populations, en termes de projection, dans sa manière de gouverner, dans sa manière de faire du Togo un État moderne. Donc, il y a beaucoup de choses
il peut dire à sa population pour amener, pour rassurer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut rassurer le peuple par rapport à tout ce qu'il y a comme préoccupation, questionnement au sein de ce peuple. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. On me dit qu'on va devoir s'arrêter là, le journal dans quelques minutes. Merci beaucoup Acha Ibrahim pour votre disponibilité, Francisco Napokura aussi, et Isidore Akolo qu'on a perdu entre-temps. Merci à lui s'il nous écoute. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain.